Rebonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, proche de la fin de notre programme, nous allons essayer de parler de vos futurs postes. Quel poste tu peux avoir ultérieurement dans le cadre d'une entreprise? Quel poste, ça veut dire quel métier? C'est vrai que c'est un programme de management basique pour que tous les économistes sachent où ils vont mettre les pieds plus tard. Mais en même temps, c'est un cours qui te permet d'avoir une vision sur le métier futur que tu peux occuper, avec l'intitulé du poste et les missions que tu pourrais faire. Peut-être que, à partir de ce chapitre, tu auras déjà une vision sur le master que tu pourrais suivre plus tard. Et ça va mieux te donner une idée un peu plus claire sur ton avenir proche. Parce que d'ici 3 ans, tu devrais choisir une spécialité. Donc, bienvenue dans le chapitre fonction en entreprise. Nous avions déjà vu l'environnement. Et dans cet environnement, nous avions vu le macro et micro. Nous sommes partis vers les structures. Si vous vous rappelez que la structure, ça dépend en fait du mode ou du type de management en entreprise. Maintenant, à partir de ce type de management et à partir de ce type de structure, quels sont les différents métiers? Comme vous voyez ici, j'ai mis fonction de directeur général, fonction d'achat et d'approvisionnement, fonction de production, fonction commerciale ou marketing. Je les ai mises toutes les deux parce qu'elles sont liées. Fonction comptable et financière, fonction du personnel ou GRH, fonction gestion de la qualité et système d'information, contrôle gestion. C'est vrai que j'ai mis des petits pointillés parce qu'il y a beaucoup de postes en entreprise. Mais les postes que je viens de citer sont les postes les plus, on va dire, cotés et les plus importants. Si vous vous rappelez avec moi du cours dans lequel on avait vu l'organe pilote et l'organe stratégique et l'organe commercial. De toute façon, ces postes-là forment des organes très importants au niveau de l'emploi, au niveau du travail quotidien. Nous allons voir comment ils fonctionnent, quelles sont les missions. Donc ce chapitre-là, il est dans quelle logique? Pourquoi ce chapitre pour une première année comme vous? Mais entre. C'est dans une logique dans laquelle tu vas fonctionner, être fonctionnel, être opérationnel chaque jour en entreprise. Quelquefois, l'étudiant est séduit par un titre. Madame, moi je voudrais être auditeur. Le titre audite ou l'auditeur le séduit, mais il ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur. Quelles sont les missions? Donc, peut-être que c'est l'occasion de réfléchir autour de ton métier futur. Peut-être que tu vas dire non, madame, entre les missions que je vois et moi-même, il y a une différence. Je vous donne un simple exemple, quelqu'un qui veut faire marketing, mais il est très logique. Ça ne peut pas marcher. Pour quelle raison? Parce que le métier de marketing n'aime pas justement voir la réalité, mais aime beaucoup plus le rêve, l'aventure, la créativité, l'innovation. Qui devrait être logique? C'est beaucoup plus le financier. Si tu es très calme, très logique et tu me dis marketing, je te dis, et je suis désolée, mais il n'y a pas d'adéquation entre ton profil et le métier à venir. Si tu es très créatif, tu bouges, tu es hyperactif, tu es très aventuré et tu veux faire financier, c'est un problème. Tu ne vas pas te concentrer sur les chiffres. Alors que le métier de finance aime quelqu'un avec un profil très calme, très concentré, pointilleux, qui ne laisse rien passer. Donc en tout cas, nous allons essayer de voir la logique de ta future fonction, ton futur poste, qui complète l'approche économique de l'entreprise. Parce que tout ce que nous avons dit avant, les clients, les fournisseurs, l'environnement, tout ça c'est important. Mais toi aussi, comme capital humain, tu es important. Et tu devras faire le bon choix carrière. Si tu as un profil intéressant, tu peux contribuer à l'avancement de cette entreprise. Donc, toi, tu es un capital qui complète cette vision économique. Toi, tu complètes, tu donnes une valeur ajoutée en tant que capital humain. Il n'y a pas que le capital financier, je le répète chaque séance, il n'y a pas que le capital financier qui est important, mais il y a aussi toi, moi, le capital humain. Donc, c'est vrai, l'entreprise est un organe qui est autonome dans sa prise de décision, dans sa stratégie. L'entreprise, elle a le droit d'avoir sa propre stratégie, sa propre culture interne. À l'intérieur, il y a plusieurs fonctions. L'une, elle est collée à l'autre, dépendante de l'autre, comme quand on a mis tout à l'heure comptable avec l'audit ou comptable avec finance, commercial avec marketing. Il y a certaines fonctions, l'une, elle est collée à l'autre. L'une ne peut pas prendre des décisions, sauf si elle demande à l'autre.
ou au moins elle est dépendante de la situation de l'autre. Donc on va voir quelles sont les interdépendances, les liens existants entre les postes. Pour quelle raison? Parce qu'il y a une qualité, tout simplement, au niveau de ces fonctions, mais il y a aussi une synergie. Je ne peux pas être dans mon service comptable quelqu'un de qualité si je n'ai pas toute l'information du service financier. Donc, pour avoir une qualité au niveau de votre rentabilité et de votre productivité, vous devez rester en lien, en synergie avec les autres. Donc, on va voir comment il y a cette réalisation d'objectifs, que ce soit à l'échelle économique ou à l'échelle commerciale. Est-ce que je peux passer? Je peux? De toute façon, vous allez avoir la vidéo sur YouTube, donc vous allez la garder. Je vais, avec votre permission, passer. Donc ici, nous avions utilisé auparavant une métaphore, une certaine comparaison. Si vous vous souvenez, avec moi, ça fait 2 semaines, au niveau de notre physiologie, corps, ça vous rappelle la tête pensante en entreprise, c'est le pôle stratégique, c'est l'ensemble des directeurs d'entreprise ou directeurs de département ou directeurs de service. Il y a aussi le cœur battant, c'est qui? C'est le financier. S'il ne gère pas vraiment bien l'argent, rentre. Aussi le comptable et le GRH. Et après, nous avons des organes qui nous permettent de sortir à l'extérieur, c'est les commerciaux, c'est aussi le service relations extérieures, c'est le service achat qui part chez les fournisseurs achetés. En tout cas, nous avons du capital humain important en interne et en externe. Et c'est un ensemble d'organes. Chacun va avoir un rôle important avec une mission spécifique. C'est ce que nous allons essayer de voir. Comme dans le corps humain, chaque organe est important. C'est la même chose que dans une entreprise. Si on a un financier défaillant, si tout le monde qui travaille en entreprise est impeccable, mais le service financier n'est pas bon, qu'est-ce qu'il y a? Des équilibres, déficit budgétaire, incapacité de lancer un nouveau produit, mauvaise gestion prévisionnelle de l'année prochaine, mauvais bilans qui sont présentés. En tout cas, le fonctionnement de ce corps de façon optimale, qu'est-ce qu'il nécessite? La mise en commun et l'interaction. Tous les services doivent créer le lien, doivent avoir accès à l'information, doivent diffuser l'information. En tant que salarié, tu n'as pas le droit de garder l'information pour toi. Parce que ce fait de te fermer et d'attendre que les autres viennent chercher l'information, pendant ce temps-là, ils peuvent aller prendre des décisions négatives ou qui ne correspondent pas à la situation réelle. En tout cas, nous devons tout le temps être en interaction, comme vous voyez ici. Donc, le mot qui se répète, en fait, c'est la coordination. On doit coopérer. Il y a soit coordonner ou coopérer ou corroborer. Vous entendez souvent ces 3 verbes. La corroboration, même à l'examen, si vous voyez la avec double R, corroboration, c'est la coordination, c'est la synergie. C'est le même mot en fait. Avoir une synergie entre groupes, oui. Entre groupes, ça veut dire que tu travailles avec moi, je travaille avec toi, tu me donnes de l'info, je te donne de l'info. Dans quel cadre? Dans le cadre de réunion, de discussion. Lorsqu'il n'y a pas maintenant tout ça, il n'y a pas d'interaction, chaque service est fermé sur lui-même. Il n'y a pas de diffusion de l'information, il n'y a pas d'interaction. L'interaction, elle est absente. Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde est essoufflé, parce que toi, quand tu me donnes l'information, ça me fait de l'économie de temps. Au lieu que moi je perde du temps, de l'énergie, etc., toi, j'ai déjà l'accès à l'information avec toi. Mais quand toi, tu es avare, au niveau informationnel, tu me dis rien, et tu me dis laisse-la, elle va souffrir pour avoir toute seule l'information. Ça retarde toute la performance de toute l'entreprise. Et au lieu d'arriver à des objectifs rapidement, à cause d'une personne, parce qu'il y a de la jalousie professionnelle ou parce que vous ne voulez pas que quelqu'un accède à un poste plus important. En tout cas, les enjeux sont plusieurs. Mais en tout cas, ça peut vraiment essouffler et ça peut mettre l'organisation en difficulté. Ça va un peu? De quoi ici on parle rapidement? Quel est le mot qui est roi ici? Quels sont les mots maîtres ici? La coop, qu'on peut aussi appeler synergie, corroboration, c'est bien? Interaction entre organes, entre services, très bien. Donc, tous les organes poursuivent un seul objectif.
celui de la survie de l'entreprise et celui de la survie de soi-même. Moi, je dois survivre, ça veut dire que je dois protéger mon poste. Mon poste, quelqu'un peut le prendre et il fait ma tâche très rapidement. Je peux, moi, être remplacée demain. Dans l'entreprise, c'est quoi la phrase clé? Tout le monde est remplaçable. Personne n'est indispensable. Il n'y a pas vraiment cette culture de reconnaissance. Même si tu as passé 30 ans de ta vie dans une entreprise, on peut te remplacer le lendemain. Vrai ou pas? Et l'histoire l'a prouvé. Des gens qui ont donné leur vie, leur jeunesse, leur temps, leur dynamisme à une entreprise, qu'est-ce qu'on dit? Vous avez reçu un salaire en contrepartie de votre année de service, de vos années de service. Donc, quand moi je suis opérationnelle, c'est difficile quand même de me remplacer. Quand je suis très performant, je commence à avoir ma réputation. Quand j'ai une bonne réputation, les gens commencent à me faire confiance. Donc j'ai plus de crédibilité. Donc ici, le message c'est quoi? Pour garantir la survie de l'individu, il faut que je sois juste un salarié normal qui fait sa tâche. Oui, exactement. Le seul mot que je dois tout le temps répéter, c'est que oui. D'accord, merci. Oui, je fais partie d'une équipe ou je fais partie d'une entreprise telle, mais mon effort, c'est beaucoup plus pour moi, pour maintenir moi-même ce salaire, maintenir ce prestige social, maintenir ce poste, parce qu'il y a un système de haute concurrence. Et si vous êtes performant, vous allez certainement mener l'entreprise à la performance. Et tant que l'entreprise gagnera plus, tu gagneras aussi plus. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Un degré de centralité. Il faut que chacun puisse se sentir concerné. Peut-être que c'est moi le centre de ce service. Peut-être que sur moi repose une grande responsabilité. Donc chacun de nous, s'il se sent concerné, si chacun de nous, il sent que son rôle est important, est-ce qu'on peut faire avancer les choses? Oui, parce que le problème, il est où? Lorsque personne ne se sent concerné, ils disent c'est pas mon problème. Je te dis, vas-y, fais une action. Tu me dis, madame, c'est pas mon problème. Et toi aussi, tu me dis, non, madame, non, je vais pas faire cet effort, c'est pas mon problème. Si 30, 40, 50 ne se sentent pas concernés, donc le travail ne se fait pas en fin de compte. Et donc, nous sommes dans la stagnation. Nous ne sommes pas dans la concurrence, et le fait d'avoir un avantage concurrentiel ou le fait de déployer une stratégie compétitive revient déjà à la centralisation de mon pouvoir et de mon importance. Exactement. Je peux avancer? Ici, il y a le mot qui s'impose lui-même, c'est l'esprit d'appartenance. Je travaille avec toi pendant 3 ans, je dois sentir qu'on a une petite famille. Si je n'ai toujours pas ressenti que je travaille avec toi, ça fait 3 ans, et que j'ai toujours rien ressenti, il n'y a pas de synergie, il n'y a pas de coordination, il n'y a pas esprit famille, alors que je passe avec toi 8 heures au travail, je n'ai pas encore ressenti cet esprit d'appartenance. Il n'y a ni centralisation du pouvoir, ni centralité, ni sentiment d'importance, et donc ni... Je vais faire juste ce que le chef me demande, point. Ni plus, ni moins. Et je vais toujours lier mon effort avec le salaire. De toute façon, madame, le salaire qu'il me donne ne m'encourage pas à faire plus. Alors qu'en principe, au travail, on ne doit pas lier l'effort au salaire. On doit lier l'effort selon ma compétence, selon ma capacité. Donc, maintenant, on va découvrir les différentes fonctions, oui, qui sont pour la plupart du temps présentes dans l'organisation. Donc nous allons essayer, bien sûr l'image elle est claire, hein, elle montre aussi cet esprit de collaboration, de corroboration qui sont inter-services. Puis-je commencer les différents? Très bien. Si on parle maintenant de directeur général ou de la direction générale, on l'appelle souvent aussi le top management. Le top management parce que déjà le manager, comme je vous ai dit, c'est un métier transversal qui peut être présent dans tous les métiers. Un directeur général va faire de la gestion, va faire du pilotage, il va diriger. Donc ici, déjà le mot management, comme vous voyez, c'est pas français, c'est un mot qui vient de l'anglais. Oui, les Français l'appellent le management. Donc le management aujourd'hui est un mot qui a fait son apparition dans les années 80 et les 3 mots clés que nous allons garder, c'est gestion, donc encadrement, j'éclaire mes équipes, je clarifie la mission, tout ce que nous avions expliqué. Direction, dans le mot direction, il y a une route, donc je montre le
le chemin. Et pilotage, c'est qui le pilote? Les pilotes, c'est quelqu'un qui va avoir sa responsabilité et la responsabilité de son équipage. Donc quand tu es manager ou quand tu es directeur général, tu n'as pas que ta responsabilité, mais la responsabilité de toute l'équipe, de toutes les équipes. Et s'il y a un orage, s'il y a une perturbation météorologique, qu'est-ce que le pilote fait? Il panique, il a peur. Qu'est-ce qu'il fait? Il gère. Il doit arriver avec son avion à quoi? À destination. Donc normalement, la direction générale doit faire avancer pour qu'on arrive à destination. Donc surtout lorsque c'est exercé à un haut niveau de responsabilité, on peut parler de fonction de DG. Il y a plusieurs métiers, à part le directeur général, on peut aussi diriger lorsqu'on est un directeur général adjoint. Vous vous rappelez de l'organigramme lorsqu'il y a soit un poste ou deux postes? Exact, c'est en fait le monsieur qui peut remplacer. Tout à fait. Ça peut être aussi le directeur d'un département. Le directeur d'un département peut aussi faire les mêmes fonctions qu'un directeur général parce qu'il gère l'ensemble d'un département justement. Un directeur d'usine, un directeur des achats. En tout cas, il y a à l'intérieur, on va dire, plusieurs enjeux. Il va gérer du capital humain, un capital financier, des missions, des projets et il doit arriver à une finalité. Puis-je passer? Oui? D'accord. Alors, on va y voir dans le pôle direction générale 3 verbes clés. Lorsque je suis dans la direction générale, qu'est-ce que je fais? Si toi, tu voudrais être directeur général, qu'est-ce que tu devras faire en principe? Première des choses, c'est avoir une idée claire sur les objectifs à atteindre. Donc, tu dois définir quels sont les objectifs. Nous voulons toucher quel point futur? Parce que les gens qui travaillent avec toi, tu dois leur montrer le chemin. Tu dois leur montrer les étapes à suivre, le processus et la finalité. Donc, déjà, toi, tu dois avoir une parfaite connaissance de tout cela. Et qu'est-ce que tu fais? Tu prévois. Que veut dire prévoir? Comme dans la météo. C'est sûr ou ce n'est pas sûr, les prévisions? Ce n'est pas sûr. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu donnes des hypothèses. Peut-être qu'on aura un problème. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir comme solution? Tu penses aux problèmes à venir et tu penses aux solutions à venir. C'est cela la prévoyance. Dans la météo, ils nous disent mardi, peut-être qu'il y aura de la pluie. Est-ce que c'est sûr? Non. C'est une hypothèse peut-être bien selon certaines études, selon certaines informations récoltées. C'est la même chose en entreprise. On va étudier le marché, on va faire PESTEL, on va faire SWOT, on va récolter nous aussi des informations. Sur la base de ces informations, nous allons bâtir des hypothèses économiques. Ces hypothèses économiques, on va aussi devoir leur trouver des solutions en avance, même si on n'est même pas sûr que ça va arriver. Donc, qu'est-ce qu'on fait? De la planification stratégique. C'est cela, choisir les actions à accomplir, c'est la planification stratégique. La planification stratégique, ça peut être un mot difficile, mais c'est cela en fait l'explication. Je fais de la planification stratégique, madame, ce matin. Ah bon? Moi, je vais comprendre quand tu me dis, madame, je fais de la planification stratégique, que tu es en train de choisir des actions que tout le monde devra accomplir. Après, quand tu fais ton choix, tu as défini, tu as prévu, tu as choisi. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut commencer à faire? Oui, tu dois contrôler. Si ce que toi, tu as prévu est fait, c'est réalisé, les gens comprennent, ne comprennent pas. Et au cas où il y a des soucis ou des gens qui font les choses maladroitement ou ils se trompent, qu'est-ce qu'il faut faire? Corriger. Nous l'avions déjà vu dans la devise du manager. Action, rectification, continuation. Je laisse tout le monde travailler. Action, tout le monde va faire quelque chose. Il n'y a pas un jour où je laisse les gens ne travaillent pas. Il faut que tout le monde fasse quelque chose. Maintenant, je corrige, je check, je vous ai dit le mot pilotage salarial. Ça veut dire être toujours derrière, être toujours dans le contrôle, être toujours dans le check-in, dans la vérification. J'encadre, je montre, je corrige, je fais du coaching, donc j'influence aussi, j'ai un pouvoir d'influence.
Et après, la continuation. J'invite tout le monde à ne pas baisser les bras, à continuer. Donc, en principe, c'est les 3 mots. Et vous avez remarqué, il y a un petit cercle là. Si un, il tourne bien, il ne bloque pas aussi l'autre. Donc, toutes les roues vont fonctionner de façon optimale. On va essayer de voir. Ne vous inquiétez pas. Quand vous voyez de grandes données, prévoir. Bien sûr, je reviens à Henri Fayol. Prévoir, c'est les 5 types d'actions. Qu'est-ce que ça vous rappelle ici? La Bravo. La planification stratégique. Donc, quand, par exemple, tu as une question à l'examen où il y a... Fayol pense à la planification stratégique comme mode de gestion. Donc, c'est le fait de prévoir. Donc, quel est le mot-clé que nous devons planifier? L'avenir. Quand on va planifier l'avenir, il faut que ce soit dans un processus organisé. Qu'est-ce qu'on va faire d'ici 2 ans? Qu'est-ce qu'on va faire d'ici 5 ans? Qu'est-ce qu'on fera d'ici 10 ans? Quelles sont peut-être les menaces d'ici 2 ans? Les opportunités. Donc, qu'est-ce que je fais? La méthode SWOT. On va étudier l'ensemble des environnements. Donc, c'est aussi Nous allons aussi étudier l'ensemble des environnements, donc c'est l'étude PESTEL. Et au fur et à mesure du timing, puisque d'ici 2 ans, c'est quoi? C'est les objectifs à court terme. D'ici 5 ans, c'est les objectifs à moyen terme. Et d'ici 10 ans, c'est les objectifs à long. Et si je réalise ces 3 timings, j'arriverai peut-être à ma finalité. D'accord? Donc, qu'est-ce que je fais? De l'organisation. Après, j'ai montré aux gens ce qu'il faut faire. J'ai prévu. Maintenant, je dois prendre les commandes. De qui j'ai besoin? D'un leader. Pourquoi le leader est important? Parce que les gens le suivent. Les gens lui font confiance. Les gens aussi arrivent à le croire. Et quand tu as quelqu'un de positif, influenceur, coach, c'est comme un psychologue en fait, c'est comme un caméléon. Il sait ce qu'il dit. À quel moment il faut dire la chose? Avec qui il faut la dire? De quelle façon? Et il est toujours là présent. Donc oui, on va lui faire confiance. Il va indiquer à tout le monde les tâches à accomplir. Après, il va aider tout le monde. Il va inviter tout le monde à collaborer dans le cadre de réunions. Informe-la, s'il te plaît, avant. Tu veux créer un nouveau produit? Très bien. Passe chez le service compta. Tu vois, est-ce qu'elle a le budget nécessaire? Comptabilité, oui, vous pouvez partir chez le service financier, il a toutes les données. Vous voulez aussi en mars créer un nouveau produit. Vous êtes service marketing, très bien. Regardez ce qu'on a les commerciaux nécessaires pour pouvoir la visibilité. On doit être visible sur le marché. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il oriente chaque service par rapport aux interactions, aux relations qu'il doit maintenir ou qu'il doit créer avec les autres services. Donc, qu'est-ce qu'il crée? De la coordination, et après il passe à la vérification parce qu'il a le pouvoir de corriger toutes les erreurs. Il fait du contrôle. C'est pas grave si on se trompe, on doit corriger, mais ce qui est grave, c'est de rester tout le temps dans l'erreur et ne pas avouer qu'on fait une erreur, qu'on commet une erreur, et ne pas admettre que je suis dans l'erreur et ne pas accepter des critiques pour corriger mon erreur. Mais se tromper tout le monde, oui, même si le fait de se tromper en entreprise coûte cher. Mais de toute façon, je dois avoir un œil critique, un œil observateur si je suis dans la direction générale, et je dois faire du management de proximité. Vous vous rappelez du type de management que nous avons étudié? Le management vertical ou le management horizontal? Qu'est-ce qui est le plus ici important ou pertinent? Vertical? Être proche des salariés, c'est vertical? Non, c'est beaucoup plus horizontal, tout à fait. Donc, quand toi, tu voudrais plus tard, Inch'Allah, après la licence, diriger, tu devras être la personne qui est capable de prendre des décisions stratégiques, avec tous les mots-clés que nous venons de découvrir. Donc, on te compare depuis tout à l'heure à un pilote. On te compare aussi à un capitaine bateau. Parce que ça te revient la responsabilité de prendre les grandes décisions. Nous allons voir bien sûr une partie sur la prise de décision. Regardez les mots-clés. Investir, c'est une grande décision. Ça nécessite une étude de quoi? De notre potentiel, mais aussi une étude en externe
de toutes les opportunités. Est-ce qu'on peut peut-être créer un nouveau produit? C'est aussi de l'analyse micro et macro. Est-ce qu'on peut s'implanter dans une nouvelle région géographique? C'est aussi réfléchir, étudier, analyser. Donc tu dois même les accompagner dans leur prise de décision. Même si dans chaque département, il y a une prise de décision, mais tu dois veiller à ce que tu sois présent dans toutes les décisions, dans tous les services. Est-ce que c'est clair pour l'instant? Ici, qu'est-ce qu'on mémorise? Quels sont les mots-clés qu'il faut mémoriser? Investissement, donc participation à la prise de décision. D'accord. Quelquefois, c'est pas rose. Quelquefois, il y a des bagarres, des conflits. Les gens sont un peu en colère, il y a de la pression. Donc, quand tu es dans ce poste-là, tu dois même gérer les conflits qui sont en interne pour mieux canaliser les énergies de ton personnel, pour mieux mobiliser le personnel. C'est quoi canaliser l'énergie ou le mobiliser? Ça veut dire, la personne, elle est là de toute façon, 8 heures par jour. Soit elle va faire du n'importe quoi, soit elle va être opérationnelle. Toi, tu dois faire en sorte que cette personne, puisqu'elle est là, qu'elle puisse être beaucoup plus positive que négative. Elle s'est déplacée, elle est là, elle est payée, c'est ton salarié. C'est de la découverte du potentiel du salarié. C'est s'approcher du salarié, c'est connaître le salarié. Je vous ai déjà parlé du rôle de gestionnaire. Il peut devenir carrément grand frère. Donc, lorsqu'il va crier sur toi, tu vas te dire, il veut mon bien, même s'il vient de crier sur moi. Il connaît mon intérêt, il ne veut pas que je perde mon emploi, il ne veut pas que je sois mutée à Dakhla, il ne veut pas que je puisse être dégradée. Il veut mon bien. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Trouver tous les moyens d'accorder les différentes cultures. Parce que quelquefois, en entreprise, il y a une personne très religieuse, une personne athée qui ne croit pas en Dieu, une personne juive, une personne de différentes religions, de différentes pratiques. Ils sont même musulmans, mais de différentes pratiques, ou chrétiens, mais de différentes pratiques. Si vous partez ici à côté de nous, à Sidi Maalouf, vous voyez sur la même table d'un restaurant un Chinois, un Français, un Marocain, ils travaillent tous ensemble dans la région de Kazanier-Chor. Il y a beaucoup d'équipes multicultures, multireligions. Parce que toi, tu es différent de moi. Est-ce qu'il faudrait... C'est une indication pour qu'on puisse bagarrer? Non. Ta différence, au contraire, peut être un gain, peut être une valeur ajoutée. Ça peut, au contraire, je peux apprendre de toi, tu peux apprendre de moi. Je ne rentre pas dans tes affaires personnelles. Ta religion, c'est quelque chose qui te correspond. C'est ton affaire personnelle. Je ne rentre pas dans ta culture. Ma curiosité de trop peut être négative pour moi. Et je ne te juge pas et tu ne me juges pas. Pourquoi nous sommes en entreprise? Pour produire des biens et des... Donc, je m'occupe de qui? De ma performance et de la performance de l'entreprise. Ni plus, ni moins. Comment tu t'habilles, comment tu réfléchis, comment tu vis, ce sont des affaires personnelles. Et la personne professionnelle, c'est quelqu'un qui ne mélange pas entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle. Pourquoi quelqu'un est recruté? Pour sa capacité à être performant. Toi, est-ce que tu es exploitable? Est-ce qu'on peut t'exploiter? En 6 mois, on gagnera combien d'argent avec toi? Si tu vas juste venir pour exécuter des tâches, il y a des tonnes de personnes qui peuvent venir exécuter des tâches. On va leur donner la méthode, on veut lui dire exécution. Mais toi, tu es payé pour cette valeur à... Et donc, vous remarquez que je n'ai même pas le temps pour commencer à réfléchir. Je t'aime pas. Tu m'aimes bien? Non, je l'aime pas. Et celui-là, je l'aime. On n'est pas là pour aimer ou ne pas aimer. On n'est pas là pour ressentir. On est là pour réfléchir. Notre force, elle est là dans le mental. Et donc, c'est le mental qui va prendre des décisions. Suivez avec moi. C'est le mental qui va devenir ma force décisionnelle. Et si tu as un magnifique manager, pilote, vous trouvez 5-6 religions dans la même équipe et ça se passe très bien. Ça se passe ultra bien. Pour quelle raison? Parce qu'il sait comment fédérer tout le monde. Il donne à chacun une importance. Il a de la reconnaissance, il encourage tout le monde, il valorise tout le monde, il n'a pas de favoritisme, il ne favorise pas un par rapport à l'autre, il n'écrase personne par rapport à l'autre. Et même s'il veut crier sur quelqu'un, il ne crie pas sur quelqu'un devant tout le monde. Il le prend avec lui au bureau et lui explique doucement pour pouvoir mettre le point sur les... Oui, exactement. Et donc, c'est beaucoup plus... vous remarquez, c'est un système politique, ça. Comment on l'appelle? De la diplomatie.
Oui, un esprit diplomate est beaucoup plus intelligent qu'un esprit trop direct. Un esprit trop direct va générer de l'explosion. Un esprit diplomate, de toute façon, qui commande le monde aujourd'hui? Les gens émotionnels ou les gens logiques? Les commandants de cette planète sont tous des gens logiques. Ils ne disent pas je n'aime pas et j'aime. Ils disent comment on peut s'en sortir. C'est quoi les décisions? Donc le pouvoir, il est là. Le pouvoir est mental. Je passe à un troisième point, c'est que nous avons maintenant deux responsabilités si vous voulez, Inch'Allah, après la licence ou après le master, rentrer travailler dans cette direction-là. Vous allez avoir une responsabilité stratégique et une responsabilité opérationnelle. Qu'est-ce que c'est? En amont ou en aval. Donc, les cadres de direction vont assurer la définition de la stratégie, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Prévoir, définir d'abord, prévoir, organiser et laisser les gens travailler. Les pousser. Donc, ici, on va définir d'abord la stratégie. Et qui dit définir la stratégie dit parfaite maîtrise de votre situation. Et opérationnel, vous faites du contrôle tout le temps et vous maintenez votre gestion. Et là, je vous encourage vivement, si vous êtes intéressé par ce poste, à faire tout le temps du management de proximité. Parce que vous devez gérer l'ensemble des parties prenantes, l'ensemble des moyens, que ce soit à l'échelle organisationnelle, humaine. Donc, toi, tu peux même descendre sur le terrain, tu peux partir sur le chantier, tu peux être à côté des machines pour voir si tout va bien. Tu peux descendre, tu ne vas pas rester dans ton bureau en train d'envoyer des mails à distance et tu ne sais même pas comment tes salariés vivent ou comment tes équipes vivent. Tu vas installer la communication, tu vas manger avec eux entre midi et deux, de temps en temps. Tu ne vas pas leur faire ressentir de la supériorité, mais quand tu vas descendre à leur niveau, tu vas les écouter, tu vas avoir accès à l'information et tu peux mieux gérer et tu seras un manager intelligent. Je peux passer ? Donc, s'il y a en classe des futurs directeurs généraux ou en classe j'ai devant moi des futurs PDG ou peut-être des directeurs de production ou des directeurs, en tout cas directeurs financiers ou commerciaux, des directeurs de département, moi je vous dis, why not? Vous pouvez y arriver. De toute façon, si quelqu'un veut rêver, vaut mieux qu'il rêve grand. Le salaire sera important. C'est vrai que pour chaque poste, il y a des responsabilités. Quand tu choisis un poste important, tes responsabilités vont être aussi difficiles. Je ne dis pas que tu ne vas pas être stressé, tu seras stressé. Mais si tu gères même ton stress, avec aussi une bonne rémunération à la fin du mois, ça te permettrait d'avoir un mode de vie de qualité, donc ça te donnerait de la motivation. Et moi, je vous encourage vivement à voir loin et à voir grand. Je passe à un autre poste. J'espère qu'en classe, avec mes explications, j'espère vraiment. J'espère qu'il y a des personnes qui se disent ces verbes clés que madame elle vient d'expliquer, moi je peux les faire. Ce qu'elle vient d'expliquer, moi je suis capable de faire ceci. J'espère qu'en classe, il y a plusieurs personnes qui ont dit oui, moi je pourrais peut-être ultérieurement être dans ce type de service ou être dans ce type de management. Si ces verbes clés s'appliquent sur vous, vous pourriez peut-être bien ultérieurement postuler pour ce cadre doucement les filles. Alors, la deuxième fonction, achat et approvisionnement. Qu'est-ce que c'est? Découvrons ensemble. Alors, la fonction d'achat, qu'est-ce que c'est? C'est une interface. Ça veut dire tout simplement, elle est intermédiaire entre le marché et l'entreprise. Qu'est-ce que je dois faire si je suis ou si toi tu choisis la fonction d'achat? Première des choses, c'est la comparaison entre les fournisseurs au niveau de la qualité du produit, au niveau du prix du produit, au niveau de la réputation de l'entreprise. Est-ce qu'elle livre à temps? Elle respecte les timings? Elle livre la même qualité après? Parce qu'elle peut te livrer une qualité au début, mais après avoir signé le contrat, elle ne te livre plus la même qualité. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu cherches sa réputation, la e-réputation. Comment? Exactement. Tu calcules, quel est le mot-clé en français? On dit, on fait du benchmark.
On fait du benchmarking, c'est-à-dire une étude comparative entre l'ensemble des fournisseurs pour garantir le fait de faire le bon choix et pour ramener les bons produits avec les bons fournisseurs qui livrent à temps, qui respectent les délais de livraison. Et si on a une réclamation, qui traite les réclamations et qui déjà ont une image positive sur le marché parce ils livrent aussi d'autres de nos concurrents peut-être. Mais en tout cas, je dois faire une étude. L'achat ne se résume pas uniquement à l'achat de marchandises ou à matière ou à la fourniture. Nous allons voir parmi les tâches du fait d'acheter, vous avez remarqué tout de suite que je ne fais pas que acheter. Si je suis dans le service, je fais aussi une étude, je fais aussi une analyse, je vais faire aussi des déplacements, je vais vérifier moi-même la qualité du produit, je vais essayer de faire de la comparaison. Ça peut me prendre beaucoup de temps jusqu'au point d'arriver vraiment à la personne qui mérite notre confiance, avec qui nous allons suivre. Donc ça nécessite aussi beaucoup de réunions. Parce que les gens croient que le service achat, c'est je vais recevoir une liste, je vais partir l'acheter. Ça ne se passe pas comme ça. C'est beaucoup plus compliqué parce que les choix que tu vas faire ne sont pas des choix pour 1 mois ou 2 mois. C'est une collaboration de 5 ans, 10 ans ou 20 ans avec certains fournisseurs. Et si ce fournisseur, on ne peut plus avoir de marchandises, pourquoi? Parce qu'il a eu une inondation. Il est en Inde, il y a eu des inondations. Et celui-là, on comptait sur lui pour l'achat des matières premières. Qu'est-ce que tu dois faire si tu es dans le service achat? Plan B, plan C, plan D. Tu dois aussi prévoir 15 jours, puisque lui, il est dans une zone géographique dangereuse. Il peut avoir un tsunami, un tourbillon ou des inondations. Au cas où il y a blocage, comment je peux m'en sortir? Je dois toujours avoir des plans d'action de secours, des bouées de sauvetage ou des points, on va dire, avec lesquels on peut toujours se maintenir en vie. La fonction achat, d'abord, c'est en interne, on le sait. Je dois savoir quels sont les besoins. Donc, je vais recevoir les besoins exprimés, soit au niveau de la production, les commerciaux, la logistique, etc. L'ensemble de tous les produits dont les salariés ont besoin en interne. D'accord. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Consulter et sélectionner les fournisseurs. Ça me demande de rester sur place? Non. Ça me demande de faire des déplacements, des dîners d'affaires, des déjeuners d'affaires, tout le temps en avion, en train de circuler de pays en pays. Les gens croient qu'il est là, derrière son écran d'ordinateur, tranquillement en train de faire de la recherche. Pas du tout. Parce qu'il y a l'arnaque. Il y a énormément d'arnaques, il y a des gens qui ont l'interface, un site web magnifique, ils peuvent même vous envoyer un échantillon, alors qu'il n'existe même pas. Dans le monde du business, si vous n'êtes pas vraiment dans la certitude, vous ne pouvez pas avancer. En tout cas, qu'est-ce qu'on arrive lorsque vraiment on a sélectionné? On arrive à la négo. Donc là, c'est une autre affaire. La communication, l'argumentation, et c'est tout un chemin pour pouvoir le convaincre que c'est ce prix-là qu'on veut dans une durabilité de collaboration. Et après, imaginons que ça s'est bien passé, les dîners d'affaires se sont bien passés et on a négocié, on a signé le contrat. Après, maintenant, il faut s'assurer que la commande va être livrée à temps et que la commande correspond à ce que nous, on nous a promis au démarrage. Donc, est-ce que c'est un seul rôle que fait le directeur d'achat? On résume ensemble. Qu'est-ce qu'il fait le directeur d'achat? Action 1. Donc, diagnostic des besoins en interne. Action 2. Chercher les fours et faire quoi? Une compa? Une étude benchmark. 3. La négociation. D'accord. Et 4. Assurer le suivi. Très bien. Donc, c'est tout un procès. Oui, le mot processus veut dire plusieurs étapes. C'est pas une étape, c'est plusieurs étapes. C'est un processus, le fait d'acheter. C'est pas tu me donnes ta liste, je pars l'acheter. C'est pas juste à côté. Ça peut être dans n'importe quel coin du globe, n'importe quel coin de la planète. Donc c'est le résultat de beaucoup de tâches, plusieurs tâches qui sont sur le terrain. Le service achat sort sur le terrain, rencontre vraiment les fournisseurs, sort pour faire le choix de tel ou tel produit. Il touche le produit, il voit le produit, il teste le produit. Ça peut prendre vraiment beaucoup de temps. Et donc, vous avez besoin de toute une équipe avec vous. Et nous pouvons décomposer en 6 phases essentielles. C'est ce que je vais expliquer tout de suite.
Bien sûr, j'ai mis un monsieur d'un certain âge, ça veut dire à force de connaître les fournisseurs, et à force de les tester, et à force de négocier tout le temps, qu'est-ce que vous devenez? Quelqu'un d'expérimenté. Et quand vous gagnez une grande expérience, le service achat est très très bien payé comme poste en entreprise. Parce que c'est grâce à vous et à vos choix que vous faites une économie budgétaire. Et vous faites une économie au niveau des soucis et des problèmes futurs. Si on a un excellent directeur achat, parce que c'est un organe très important. Vous avez remarqué que je l'ai mis directement après la direction générale. On a une économie au niveau de notre effort, de notre temps, pas de soucis du tout. Les marchandises sont tout le temps là, il n'y a pas de réclamation. Quelquefois, c'est une entreprise agroalimentaire ou textile. Donc, on joue de la vie de l'être humain. Donc, il n'y a pas de soucis. Ça respecte les normes ISO, ça respecte les normes qualité. Donc, tout va bien si le responsable achat fait les choses comme il faut. Donc, ici, on va juste voir les mots-clés. On va juste voir les mots-clés. Définition des... C'est cela. Et quand tu définis les besoins, qu'est-ce que tu dois établir? Un cahier de charge. Et lorsque tu établis... Je vais avec vous juste aux mots-clés. Comme ça, vous savez qu'est-ce qu'il faut noter. Vous faites un ciblage de la notation. Quand tu veux définir le besoin, vous m'avez dit c'est un diagnostic. Oui, donc on définit les besoins. 2, qu'est-ce que tu fais? Tu établis un cahier de charges. 3, tu vas spécifier quelles sont les conditions que tu veux. Exactement, les conditions commerciales. Et ici, c'est à toi de voir selon les réunions et ce qu'elles ont abouti comme décision. Ça veut dire, pour vous, le plus important, c'est le coût du produit, ou la référence, ou la qualité du produit, ou c'est l'ensemble de ces éléments, ou les conditions de règlement. Il y a des fournisseurs, on ne peut pas les payer sur place. Il faut d'abord qu'on produise le produit et qu'on le vende, qu'on le distribue et qu'on récupère notre argent et après on le paye. Il y a des fournisseurs qui veulent le paiement sur place. Donc il faut voir tous ces paramètres avant de signer le contrat de collaboration. Puis-je passer? C'est 3 mots en fait qu'il faut noter de ce slide. Je peux? Lorsque je vais chercher mes fournisseurs, je dois d'abord avoir un mental qui peut être capable de faire des hypothèses. Ces fournisseurs, est-ce qu'ils peuvent répondre aux besoins? Et ils font déjà partie de nos anciens collaborateurs, de nos anciens... les gens qu'on connaît déjà, on les a déjà testés. Ils font partie de notre réseau. Ou bien, il faudrait peut-être faire du sourcing. Le sourcing en marketing, c'est chercher de nouveaux fournisseurs. 1, ça me permet d'avoir toujours des bouées de sauvetage. 2, ça me permet aussi de voir est-ce que j'ai été arnaqué avant, donc il est meilleur de se réorienter vers d'autres. Et 3, ça me permet de voir les nouveaux fournisseurs, quels produits vendent-ils? Peut-être parce que moi je ne suis pas à jour, j'ai toujours le même produit très ancien, peut-être que je dois aussi améliorer ma qualité, être au niveau international. Donc, même si vous avez des fournisseurs que vous connaissez déjà, avec qui ça se passe très bien, vous devez toujours rester en veille concurrentielle, toujours être à jour par rapport au marché. Bien sûr, et vous allez faire ceci sous forme d'appel d'offres pour avoir le maximum de réponses et après faire votre choix. Puis-je passer? Je peux? Très bien. Donc, cet appel d'offres, lorsque vous allez le lancer, vous allez le publier sous forme d'une annonce. Et vous allez préciser l'ensemble des caractéristiques que vous avez choisies dans le cahier de charges suite à vos réunions. Vous allez recevoir des offres et là commencera vos choix, commencera le process que nous avons expliqué tout à l'heure. Mais au moins, vous allez avoir une visibilité sur votre cible, qui est présent, qui est prêt à la collaboration. Et après étude du dossier, vous allez commencer à faire votre choix. Exactement. Puis-je passer? Très bien. Maintenant, tu as fait l'appel d'offres. Qu'est-ce que tu as reçu? Des offres. Donc, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Tu vas faire une présélection. Exactement. Une présélection. Sur quelle base? Toi, tu as déjà défini dans les réunions des critères éliminatoires. Cette collaboration-là, no way, non, je ne peux pas. Cette collaboration-là peut être bien. Tu as déjà commencé à faire une schématisation
de l'ensemble des fournisseurs qui peut-être pourront être intéressants pour vous. Vous allez choisir les partenaires actuels et peut-être les partenaires potentiellement futurs. Tout à fait. Et vous allez faire comme étape suivante le choix. Sur quelle base? Voici des tirets par rapport à ce choix-là. La qualité du produit. Est-ce qu'elle correspond aux besoins du consommateur? Est-ce qu'elle protège sa vie, son besoin physiologique? Parce qu'on ne va pas quand même vendre des produits défaillants. Est-ce qu'elle correspond à son besoin psychologique? Le besoin du consommateur. Il a une psychosociologie, ce consommateur. Et on doit étudier son psychique et sa volonté de paraître dans un tel style, sociologiquement parlant. Parce que souvent, on voit un consommateur qui n'a pas besoin vraiment du produit, mais qui en a besoin psychologiquement. Ce n'est pas un besoin vital, c'est un besoin second. Comme vous, par exemple. Je vous l'avais déjà dit, combien de pulls, combien de jeans vous avez? Est-ce que vous avez un ou deux? Avoir un jean ou deux jeans, c'est suffisant pour vivre. Quand vous allez laver un jean, vous allez avoir le deuxième. Mais vous achetez après par logique ou par envie? Par envie. Même si cette envie-là coûte cher, mais vous allez vous aventurer. Donc on va voir, selon beaucoup plus, le besoin psychique ou psychologique du consommateur. Le coût global de ce que nous allons acheter. Les critères de délai de livraison, est-ce qu'elles respectent notre production? Si nous, on a une production mensuelle ou que notre produit, il est vital, chaque jour, on doit le lancer vers le consommateur. Est-ce qu'on pourra ou on ne pourra pas? Par rapport aussi au paiement, est-ce qu'il y a des garanties? Est-ce qu'on trouvera des soucis si le produit est défaillant, donc tout ce qui est réclamation? Et est-ce que ce fournisseur est fiable? Est-ce qu'il a déjà une image de marque auprès des autres entreprises? Ça veut dire que tout le monde le connaît déjà. Il a une image très positive, il a une réputation déjà installée. Donc, exactement. Donc, ça nous encourage davantage à créer la collaboration avec lui. Bien sûr, le directeur achat, il est toujours à l'extérieur en train de faire de la recherche. Après, nous allons essayer de signer le contrat. Et après la signature du contrat, nous allons passer à suivre la commande jusqu'à la réception globale. Est-ce que ça va pour l'instant? Je peux avancer vers un autre poste? Oui? Très bien. Le poste approvisionnement. Maintenant, imaginons qu'on a acheté le produit. On l'a acheté, on l'a ramené. Maintenant, on l'a donné à certaines personnes. Qui sont ces personnes-là? Ce sont les personnes chargées de l'approvisionnement. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Le service achat a fini sa mission. Il a ramené le produit. Maintenant, la personne qui va se charger, elle va commencer à organiser les produits qu'on a ramenés. À planifier, est-ce que ces produits, on va tous les transformer maintenant ou il faut les laisser un peu pour le stock ou pour les jours à venir? Le chargé d'approvisionnement va même contrôler les stocks qui appartiennent à l'entreprise. Est-ce qu'il y a déjà des produits? Donc, ce qu'on a maintenant comme nouveaux produits, on ne va pas les utiliser parce qu'on a déjà encore des produits disponibles. Qu'est-ce que ça nécessite? Du checking permanent. L'objectif de cette fonction-là, de cette troisième fonction qu'on vient de voir, c'est la réduction des coûts. Et même si nous avons eu de nouveaux produits, ils doivent rester pour les mauvais jours. L'amélioration de la rentabilité. Ça nous rappelle quel mot? Être performant toujours. Parce que la performance, c'est de l'efficience et de l'efficacité. On doit être efficace. On doit toucher nos objectifs, mais en même temps, on doit essayer d'être efficient dans une mesure où on va réduire au maximum nos coûts pour arriver aussi au maximum de rentabilité. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Tout le temps des plannings. Cette fonction se focalise sur la planification. Vous imaginez qu'il est à côté de son stock avec une petite fiche. Non, cette marchandise, on l'a déjà ici. Non, ne la mettez pas ici, vous allez la mettre dans
stop, vous allez mettre cette marchandise ici à côté des machines, s'il vous plaît. C'est lui qui va commencer à organiser. Il va réceptionner la marchandise et c'est lui qui va commencer à l'orienter. Puis-je passer? Je peux? Regardez, chaque fonction, elle est liée à une autre. Maintenant, le service achat était impeccable. Il a fait correctement son travail. Le service approvisionnement, il a pris la marchandise, il l'a organisée, exactement. Maintenant, les personnes à côté des machines doivent faire quoi? De la produire, cette transformation de la matière première vers la matière fine. Tout à fait. Restez avec nous. Donc, l'organisation de l'entreprise ici, déjà, le premier jour où on s'est vu, on a essayé de définir l'entreprise. Qu'est-ce qu'une entreprise? Et comment une entreprise reste vivante? Elle reste vivante lorsqu'elle essaye et elle arrive à produire. Le jour où elle ne produit plus, qu'est-ce qui arrive? Elle meurt. Donc le service production nous aide à ce que l'entreprise reste vivante et atteindre ses objectifs. Vente. Si je ne produis pas, ou si le service production est défaillant, ou s'il y a des soucis au niveau de la production, ils vont nous casser le travail du DG et le travail de l'achat et le travail de l'approvisionnement. Vous avez remarqué qu'il y a une interdépendance, un lien très très proche, très étroit. Regardez avec moi. Ce système doit faire attention à l'ensemble des objectifs liés aux quantités. Même s'il a beaucoup de produits, il ne va pas tout transformer. Il doit respecter le cahier de charge. Il doit rester toujours conforme à la même qualité que le consommateur a vu depuis le premier jour. Est-ce qu'il a le droit d'innover? Non, ce n'est pas à lui d'innover. Il doit rester conforme. Il doit aussi ne pas gaspiller, ne pas faire du gaspillage. Pourquoi? Parce qu'on a un objectif au niveau du coût. Et il a aussi un deadline, un délai à respecter. Et si par exemple, quelqu'un est malade, il n'est pas venu, il y a eu un conflit, quelqu'un nous a abandonnés, il doit être flexible, c'est-à-dire trouver une solution lorsque un jour ou l'autre, il y a un problème. Il ne doit pas bloquer tout le processus de production parce que les deux personnes viennent de se bagarrer. Non, madame, moi, ça ne me concerne pas, c'est leur problème. Il faut que la machine tourne, il faut qu'on arrive à nos objectifs. Est-ce que vous les avez notés? Vous les avez déjà? Très bien. Est-ce que tu peux? Allez, on continue rapidement. Alors, par rapport à ce système de production, restez avec moi. C'est l'ensemble de processus grâce auquel l'entreprise va produire. C'est juste une synthèse de ce que je viens d'expliquer. Qu'est-ce qu'on vise? Produire un bien ou un service. Pour quelle raison on va le produire? Pour satisfaire une demande de ce conso. Et je prends en considération que la consommation, elle change, le mode de consommation change. Par rapport à la qualité et à la quantité, nous avions précisé que ce sont deux éléments à prendre en considération. Donc, je dois satisfaire dans le cadre de ce poste la quantité demandée et que je suppose dans le même cheminement que l'entreprise va adapter sa capacité de production au volume de vente. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment on va s'adapter? Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? L'entreprise adapte sa capacité de production. Ça veut dire si nous on vend très peu parce qu'il y a la crise. Les gens n'ont pas assez d'argent pour acheter. Donc, est-ce que l'entreprise va produire énormément? Donc, voilà, vous l'avez compris. Vous avez compris. Si le consommateur n'a pas la capacité d'achat. Je prends comme exemple ce qui s'est passé pendant Covid, exactement. Ce qui s'est passé pendant le Covid, pendant le confinement surtout. S'il vous plaît. Ce qui s'est passé pendant le confinement, les gens n'avaient même pas envie d'acheter. Ils étaient beaucoup plus orientés vers leur santé, vers leur survie. Donc ici, l'entreprise, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va baisser sa production. Si
le consommateur, à la sortie de la crise, il est tout content. Il est tout content, Je peux? Il est content parce qu'on l'a libéré de son confinement. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va demander plus, il va avoir plus de besoins. Donc, nos ventes peuvent être liquidées et donc, moi, je serai beaucoup plus amenée à produire plus. Donc, le mode de production de l'entreprise dépend de qui? Du consommateur et de son besoin. Quand le consommateur demande plus, moi, je produis. Quand le consommateur n'a pas la capacité d'achat ou n'a pas l'envie, donc moi je produis peu, exactement. Vous avez compris, ça dépend de la quantité demandée, exactement. Maintenant le coût, qu'est-ce que je dois faire si je suis intelligent? Je vais proposer les plus faibles coûts de production. Je ne vais pas miser sur des produits ultra chers alors que moi, mon produit il est pas cher déjà sur le marché. Moi, la matière première, je ne vais pas l'acheter très cher. Le processus de fabrication, je ne vais pas le faire très cher. Je dois minimiser mon coût parce que tout simplement, je dois rester compétitif sur le marché. C'est quoi compétitif? Avoir quand même un bénéfice. Le délai, qu'est-ce qu'on essaie de faire? On réduit le délai et on essaie de limiter, mais tout en restant conforme au délai tracé par l'entreprise. Les délais tracés par l'entreprise, peut-être, c'est par exemple, une fois par mois, on sort ce produit-là. C'est un produit saisonnier, ou une fois par 3 mois, ou une fois par 4. Je ne vais pas quand même le faire chaque jour, je vais rester tout simplement quelqu'un qui suit le système et le mode de production interactif, exactement. L'adaptation revient, je vais vite parce que j'ai tout expliqué et ces slides sont juste une révision. Tout ce que j'ai expliqué tout à l'heure, vous avez remarqué chaque séance, j'explique et après je vous passe des slides de révision dans lesquels ce que j'ai expliqué oralement, vous le trouvez en mots-clés. Si vous avez remarqué, tout ce que j'ai expliqué tout à l'heure est en couleur, la capacité d'adaptation, et puisque la demande, est-ce qu'elle est stable? Elle varie selon l'envie, les problèmes, la pression sociale, les fêtes aussi, lorsqu'il y a une fête ou lorsqu'il y a une occasion comme rentrée scolaire, il y a un pic de production, lorsqu'il y a fête de Ramadan, un pic de production, lorsqu'il y a fête de fin d'année, un pic de production, 14 février, un pic de production, etc. Très bien. Ici, on va essayer de faire la chose vite pour passer au dernier chapitre. L'organisation de la fonction production, elle va prendre en charge le fait qu'on prépare le travail et qu'on contrôle. C'est juste un résumé de ce que nous avons déjà dit. On prépare, grâce à quoi? On définit les objectifs, on cherche les fournisseurs, on essaye de checker, on essaye de modérer la production et on fait tout le temps du contrôle. Moi, je vais partir directement aux choses qui m'intéressent. Oui, au toyotisme. Le toyotisme, pour moi, c'est important. Ça rappelle Toyota. Vous connaissez la marque Toyota? Eh bien, le créateur de Toyota, c'est lui qui nous a inspirés pour le toyotisme. Et le toyotisme, c'est un mode de fonctionnement en entreprise. Le toyotisme, ce mode de management ou ce mode de fonctionnement, pour lui, pour Toyota, il repose sur 5 éléments ou 5 concepts clés ou 5 modes de fonctionnement. Appelez-les comme vous voulez. Si on l'entend qu'on a vidéo. Suivez avec nous, suivez avec nous. C'est quoi ces 5 points sur lesquels je peux améliorer ma qualité au travail? C'est quoi ces 5 concepts? Si je les suis, dans mon mode de management, je vais arriver à une certaine performance. Voilà ce que Toyota ou le toyotisme nous conseille. Quand on travaille dans le système de production, on doit tout le temps chercher la qualité totale. Tout doit être parfait. On ne doit pas stagner. On doit s'améliorer de façon continue, de façon permanente. Lorsque le processus de fabrication est compliqué, il y a certaines personnes qui ne maîtrisent pas tous les processus. Et quand quelqu'un est absent ou malade, ou il vient de décéder, il vient de mourir, si nous on est là, c'est simple, on peut le
C. Mais si c'est très compliqué, personne ne peut le remplacer. On doit faire du recrutement, tout un processus, attendre encore, ramener des gens de l'extérieur ou de France ou des spécialistes. Ça nous fait perdre de temps. Donc le processus de fabrication doit être connu par une grande équipe et le processus est simple. On ne doit pas faire du surstockage. Oui, parce qu'on a peur que les fournisseurs, oui, on perd le temps, on perd de l'argent. Et peut-être la marchandise ne sera pas tout le temps de qualité. Peut-être qu'on trouvera un autre moyen ou un autre fournisseur. On peut se réorienter. C'est ce que les gens ont fait pendant Corona. Lorsqu'il y a eu du blocage dans les aéroports et dans les ports, tous les conteneurs pleins de marchandises, je vous l'avais dit, qu'est-ce qu'il fallait faire? Attendre et pleurer? Oui, on a perdu de l'argent, on a payé les fournisseurs et notre marchandise, elle est stockée dans les conteneurs. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Chercher une alternative, un moyen 2, moyen 3, d'autres plans d'action. Donc, ils se sont réorientés vers des fournisseurs à l'échelle locale et nationale. Et de toute façon, vous avez remarqué que c'est un processus très bien étudié et on essaie d'éliminer le gaspillage parce que c'est perdre aussi de nos moyens financiers. Donc, lui, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est la méthode 5-0. 5-0, c'est-à-dire zéro délai. On ne doit pas dépasser les délais. On doit respecter les délais. Zéro stock, on ne doit pas avoir... oui, on doit tout vendre pour que la machine recommence. Zéro défaut, on n'a pas le droit à l'erreur. Zéro panne, on doit toujours avoir des gens de la maintenance, de la vérification par rapport à nos machines pour que tout le temps nos machines soient opérationnelles. Et lui propose carrément zéro papier dans un souci de développement durable pour être écologique. C'est du management de développement durable. S'il y a zéro papier, ce sera meilleur. Oui. Là, c'est en principe la solution à la crise. Pour ne pas tomber dans la crise, c'est un système de prévision pour qu'on arrive, c'est l'idéal, pour qu'on arrive à une certaine performance continue. Lui nous donne un modèle, si tout le monde le suit, on va arriver à un top au niveau de notre rentabilité. Mais est-ce que tout le monde le fait comme tu dis? Non. Non. Il y a encore des gens qui travaillent à ce jour avec des cahiers stylos au sein de leur entreprise. Il y a des gens qui font une très mauvaise planification stratégique. Il y a ainsi de suite. Les erreurs professionnelles sont une liste d'erreurs professionnelles. Ça, c'est vraiment l'idéal. Par contre, dans les multinationales et les grandes holdings, c'est appliqué. La PME souffre encore, parce qu'elle a encore des soucis au niveau de son management. Mais dans les multinationales, tu rentres chez une multinationale, tu trouves tout ça. Même s'ils sont pas en crise, mais ils essaient tout le temps de prévoir et de gérer les risques pour ne pas tomber dans des crises. Je passe très rapidement à la fonction commerciale et marketing. Je sais que je suis rapide aujourd'hui, veuillez m'excuser, mais nous avons malheureusement nous-mêmes la contrainte de temps. Alors, vous avez remarqué, je les ai mises toutes les deux ensemble. Oui. Alors, je l'explique très rapidement. Ça vous rappelle les trois images, le début de notre cours? Cette première image, regardez le monsieur, combien de tâches fait-il en même temps? Donc, pour que je sois un commercial, est-ce que je dois être unitâche? Pour que je sois un commercial, je dois être multitâche. Je rencontre le client, je mange avec le client dans un déjeuner, je note sur mon agenda, je réfléchis à ma stratégie, les explications par rapport à mon produit, comment je vais argumenter, comment je vais l'influencer, comment je vais arriver à signer le contrat avec lui. C'est la signature du contrat. Le marketing, multitâche. Je dois penser à vendre, je dois penser à convaincre, je dois penser à faire une pancarte, je dois chercher les modes de publicité que je vais lancer pour une meilleure visibilité sur le marché. Et qu'est-ce que je fais? J'anime des réunions pour connaître ma place sur le marché. Je suis écrasée, c'est moi qui écrase, j'ai le monopole, je ne l'ai pas, je suis dans la concurrence, je ne suis même pas dans la concurrence. Quelle est ma place pour situer ma place sur le marché? Et ça nécessite aussi de connaître mes concurrents. Et je suis comment? Regardez la troisième image. Souriant, assertif, toujours accueillant, communicateur. Et toujours prêt à ce combat qui est la vie. Parce que la vie, c'est un combat. Tu dois être un gladiateur, tu dois être un aventurier et tu dois toujours faire de l'automotivation. Donc, le marketing, il se caractérise
On va essayer de créer le produit, mais l'objectif c'est de le vendre. Donc on va créer une image autour du produit. On va créer une réputation à ce produit. Quand tu dis un téléphone Nokia, c'est pas un téléphone Oppo, c'est pas un téléphone Samsung. Et chacun a sa réputation. Oui. Et on va essayer de conserver, s'il vous plaît. On va essayer de conserver cette image. Grâce à quoi? À la fabrication du même produit conforme à la même image depuis le premier jour. Et on va essayer, de développer cette image-là sur le marché. Et donc, moi, en tant que commercial ou marketeur, qu'est-ce que je dois faire? Tout le temps connaître le marché. Tout le temps connaître les gens qui produisent le même produit que moi. Ou qui le produisent avec un prix moins cher, ou un produit plus cher, ou ils produisent le même produit mais avec un package moins cher. Un package différent, ou de couleurs différentes. De toute façon, je vais m'inspirer des faiblesses de l'autre et je vais éviter les erreurs commises par les autres et je vais essayer d'innover une stratégie pour écraser. Donc là, je suis où? Je suis en pleine stratégie compétitive. Je suis dans la compétition. Je vais aussi connaître le consommateur, je vais essayer de faire des questionnaires, des entretiens, je vais essayer de connaître sa psychologie, son mode de consommation, je vais segmenter le marché pour arriver au marketing mixte. C'est quoi le marketing mixte? Le marketing mixte, c'est connaître le produit que moi je veux lancer et connaître tous les produits qui lui ressemblent. Connaître mon prix, décider de mon prix et de connaître les autres produits qui me ressemblent, ils ont quel prix et pourquoi? Est-ce qu'ils ont fait une économie au niveau de la fabrication? Pour quelle raison ils proposent ce prix? Je vais aussi communiquer autour de mon produit et je vais veiller à la distribution. Et donc, pour connaître le marché, je dois connaître mes concurrents qui tient le monopole, qui peut menacer ma productivité. Et le marché, il est structuré comment? Par exemple, la pyramide hiérarchique peut être aussi une pyramide au niveau du marché. Qui est à la tête de la pyramide? Qui commande le marché? Qui sont les concurrents? On va voir ultérieurement. Je pense même dans le cours d'introduction à l'économie, vous allez faire les différents types de marchés. Je ne vais pas rentrer ici dans les détails, mais dans chaque marché, il y a des personnes, enfin des entreprises qui prennent le monopole. Il y a des personnes, des entreprises qui ont beaucoup de concurrents et il y a des entreprises qui sont en bas de l'échelle. Exact. Je vais essayer aussi, faute de temps, de partir juste au point qui me paraissent importants. Voilà. Quand je veux connaître ce marché, je vais faire une segmentation. Qu'est-ce que ça veut dire la segmentation? Ça veut dire une séparation de mon marché. Combien j'ai de femmes dans mon marché, combien j'ai d'hommes, combien j'ai de célibataires, combien j'ai de mariés. Les couples mariés, est-ce qu'ils ont des enfants ou sans enfants? Parce que chacun son mode de consommation, exactement. Chacun son mode de consommation. Donc, qu'est-ce que je fais? C'est une opération? Exactement. C'est une opération d'analyse du marché qui va consister à faire quoi? À répartir mon marché en petits groupes. C'est ce qu'on appelle, les petits groupes, on les appelle les segments. Ces segments-là que je vais obtenir quand j'ai fait cette répartition, je vais obtenir ces segments. Là, chaque segment va formuler la même demande. Tous les couples mariés sans enfants, ils formulent une demande. Les couples mariés qui ont des enfants, ils formulent la même demande. Ainsi de suite. Un jeune entre 25 à 35 ans, il a quel besoin? Un jeune de 15 à 25 ans, il a quel besoin? Le besoin de 15-25 ans homme, est-ce que c'est le même besoin 15-25 ans femme? L'homme marié de 25-35 ans, c'est le même besoin qu'une femme mariée, ainsi de suite. Je fais une analyse au niveau du genre, au niveau du type de revenu, au niveau de la culture. Est-ce que la personne est cultivée? Une personne cultivée ne va pas se comporter comme une personne non cultivée. Ou une personne qui vit dans un espace rural n'est pas comme dans l'espace urbain, ainsi de suite. Une personne qui a accès à l'emploi n'est pas comme un chômeur, ainsi de suite. Je vais faire vraiment une segmentation. Et cette segmentation
suite à cette population, avec cette analyse, je vais commencer à faire des partitions, tout simplement pour quelle raison? Parce que je veux élaborer une offre qui soit comment? Comment elle doit être mon offre? Pertinente. Donc vous remarquez ici que le service, il n'essaie pas d'avoir une pensée personnelle, mais il essaie de répondre à un certain besoin. Dans le cours d'introduction à l'économie, vous travaillez les besoins. Donc pas la peine de rentrer ici dans le cours dans les besoins. Oui ou non? C'est pas la peine de vous faire cours sur les besoins parce que vous l'avez déjà dans l'autre module. L'éthique de besoins durable, non durable, individuel, collectif, besoin premier, besoin second, secondaire, bien libre, bien économique, vous l'avez. Ça, je pense, c'est important. La niche. Exactement, bravo. La focalisation, bravo. Alors, lorsque je vais prendre une niche, qu'est-ce que c'est une niche? La niche, ça ressemble à la niche d'abeilles. Les abeilles, ils ont une niche. Qu'est-ce que c'est? C'est une partie du segment. Nous avons dit que le segment, c'est un groupe. Par exemple, ici, ça, c'est un groupe. C'est un segment. Cet homme et cette femme, ils ne ressemblent pas aux autres. Même s'ils font partie des hommes mariés et des femmes mariées avec enfants, mais ils ne consomment pas comme les autres. Ils ont une consommation différente, même s'ils font partie de la même catégorie. C'est des gens mariés avec des enfants, mais ils ne consomment pas de la même façon. Donc, qu'est-ce qu'ils forment? Ils forment parce que c'est une petite partie du groupe. C'est une petite partie, c'est une fraction du groupe. C'est une petite... Est-ce que vous suivez avec moi? C'est une fraction du segment. Ces personnes-là dépensent plus. C'est des parents mariés, c'est un homme et une femme mariés avec enfants, mais ils dépensent énormément. Ils ne font pas d'économie, pas d'épargne, ils ne font que des voyages, etc. Donc, ils possèdent quoi? Un avant? Oui. Moi, je vais cibler cette catégorie-là parce qu'elle est dépensière. Et l'économie va bien parce qu'il y a des gens qui dépensent beaucoup. L'économie va bien parce qu'il y a des gens qui dépensent. Parce que si toi, tu prends ton revenu et tu ne le dépenses pas, tu casses l'économie. Mais si tu prends ton revenu et tu le dépenses comment? Régulièrement, donc tu rends service à l'économie. Là, je vais faire une stratégie de focalisation par rapport à ce type de consommateur qui m'intéresse, parce qu'il est une force d'achat pour moi. Et il va faire même de la répétition au niveau de son achat. Maintenant, je vais moi répondre à ce type de consommateur qui m'intéresse, cette fraction, avec un ciblage. Soit je vais faire du marketing indifférent. Excusez-moi, je vais boire. Tu peux arrêter. Oui, la semaine prochaine, exactement. On ne va pas distinguer entre les segments. C'est un seul produit. Donc, on recherche l'économie. Un seul produit, c'est le désir de l'ensemble de tout le consommateur. Si par exemple, c'est une bouteille de céréales, si c'est une bouteille de céréales, est-ce que pour chaque consommateur, ils vont créer une bouteille de céréales? Donc, c'est un marketing commun qui ne fait pas de différence. Est-ce que tu es riche? Est-ce que tu es pauvre? Est-ce que tu as de l'argent? Est-ce que tu es chômeur? C'est un marketing pour tout le monde. C'est un marketing qui ne fait pas de distinction. Si vous avez une question à l'examen, le marketing indifférencié vise quel type de cible? Qu'est-ce que vous allez répondre? Tous les types. Est-ce que vous pouvez suivre parce que c'est important ce tableau? Le marketing maintenant différencié, c'est le contraire. Oui. Suivez avec moi. Si par exemple quelqu'un de riche commande une voiture, cette voiture, elle ne ressemble à aucune voiture. C'est une voiture avec telle couleur, telle fonctionnalité, telle jambe, tel pneu. Est-ce que l'entreprise va... Exactement. C'est un marketing qui crée la différence parce qu'on ne peut pas lancer une gamme de mêmes produits pour tout le monde. Qui aura la capacité de l'acheter? Très rare. Donc, ou personne. Donc, quand je prends le marketing différencié, il est beaucoup plus pour une pièce unique. Le marketing concentré, c'est une concentration sur un seul segment. Par exemple, quand je prends,
une maman qui a des enfants. Forcément, qu'est-ce que cette maman qui a des petits bébés va acheter? À quoi vous pensez? Les couches, etc. Donc je vais me concentrer sur un seul segment. Je sais très bien que les autres ne vont pas acheter, ne seront même pas intéressés. Donc qu'est-ce que je fais? C'est du marketing concentré. Le marketing individualisé, quand tu vas partir vers la haute couture. La haute couture, tu n'as pas fait une demande. C'est nous qui avons proposé une robe ou un caftan avec des perles, avec des pièces rares, avec... Qu'est-ce qu'on va faire? C'est un produit de luxe, mais il est adressé à des individus de quelle catégorie? À une certaine catégorie. Donc c'est un marketing individuel. Est-ce que vous avez compris les 4 différences des 4 types de marketing? Ça va ou ça ne va pas? Si je vous demande, allez, je vous demande, le marketing indifférencié dans un seul mot, qu'est-ce que c'est? Destiné pour tous les types de conso? Bravo. Le marketing différencié. Destiné pour qui? Pour un consommateur qui a qui commande et qui a des exigences particulières. Et le marketing concentré, il est pour qui? Pour un type donné. Et ce produit-là, je suis sûre que ça ne va pas intéresser les autres. Et le marketing individualisé, qui est quand même assez... Oui, c'est une élite sociale. C'est une élite. C'est-à-dire que le commun du consommateur, le commun du mortel n'aura pas la capacité d'achat de l'acheter. Bon, je fais un ciblage uniquement. Je fais un ciblage des choses que peut-être vous aurez à l'examen, tout simplement. Alors, rapidement, la politique du produit. Est-ce que j'ai encore du temps pour vous retenir? Oui, 5 minutes. Qu'est-ce qu'une politique de produit? C'est tout simplement les décisions qui sont en relation avec la vie du produit. Je cherche avant de produire un produit, quel est son positionnement, sa gamme. Est-ce qu'il nécessite de l'innovation ou je maintiens le même produit? Je prends le sucre avec Cosumar. Quel est le positionnement de Cosumar? Elle est la seule sur le marché. Son positionnement, il est à la tête de la pyramide? Non, c'est la pyramide. Il n'y a pas de concurrent. Pour le sucre, est-ce qu'il y a juste un produit ou il y a une gamme? Pour le thé, pour le café, le sucre blanc, le sucre roux. Est-ce qu'il innove? Oui, à chaque fois, il vous fait stevia, ils vous font des produits régime, des produits bio, du sucre possible pour les gens qui font régime, pour les malades. Est-ce que ça se modernise? Oui, l'emballage, la qualité de l'emballage, est-ce qu'on arrive à abandonner le produit? Non, donc on doit toujours rester dans le processus de production, parce que c'est un produit qui est à achat répétitif. Exactement. D'accord. Alors, si on veut réfléchir autour de ce cycle de vie de produit, on va d'abord extraire les matières premières. Après, nous allons les transformer. Nous allons fabriquer le produit. Voilà, on est en train de fabriquer le produit. Après, qu'est-ce qu'on fait ici? L'emballage. Après, on va essayer de le distribuer. Quand il va arriver ce produit-là chez le consommateur, qu'est-ce qu'il va faire le consommateur? Il va l'utiliser et nous allons avoir la fin de vie du produit. Donc, qu'est-ce que l'entreprise doit faire? Reproduire pour encore et encore satisfaire les besoins du consommateur. Malheureusement, les 2 heures n'ont pas été suffisantes. Oui. Donc, on va essayer de finaliser la semaine prochaine. Je vous remercie pour votre motivation. Excellente fin de semaine.